C'est la première fois encore dans l'histoire de notre pays que nous avons défiscalisé, mais vraiment totalement, au niveau des droits de douane, au niveau des taxes et même au niveau des coûts reliés aux transactions bancaires pour importer en Côte d'Ivoire le matériel pour produire des énergies renouvelables. L'héritage de la COP 15 se situe à plusieurs niveaux. Nous avons un héritage diplomatique, de positionnement stratégique et puis un héritage aussi, on va dire, environnemental, puisque c'est la première fois dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire que nous avons organisé une telle manifestation. C'est la plus grande réunion jamais organisée par les Nations Unies dans notre pays. La deuxième chose, c'est qu'à l'issue de cette COP, la Côte d'Ivoire a été portée à la tête du bureau de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et c'est la première fois aussi qu'un Ivoirien, en l'occurrence le ministre Ariane Donvayi, a été désigné pour représenter donc, la Côte d'Ivoire, le chef de l'État, à la tête de ce bureau. Le troisième héritage, c'est le fameux Abidjan Legacy Programme, donc, que ce programme présidentiel là, initié par le chef de l'État lui-même et qui vise à changer la trajectoire de développement de notre pays et surtout à opérer des transformations au niveau agricole afin d'atteindre au niveau agricole l'autosuffisance alimentaire. Au moins 85% de ce que nous consommons ici en Côte d'Ivoire doit être produit localement. Donc, en termes de symbole, lorsque nous allons nous retrouver le 2 décembre à Riyad en Arabie Saoudite, ça va être quand même pour notre pays un événement historique, un événement particulièrement important dans le débat sur l'environnement, dans le débat sur le climat, dans le débat sur la lutte contre la désertification, où la Côte d'Ivoire, pays émergent, pays important, on va dire, au niveau de la sous-région Afrique de l'Ouest, va passer le flambeau à un pays tout aussi important dans la région du Golfe, notamment le Royaume d'Arabie Saoudite. À Riyad, nous allons d'abord faire un bilan des activités qui se sont déroulées au cours des 2 dernières années, depuis la COP 15 jusqu'à maintenant. Et pour la Côte d'Ivoire, ce sera l'occasion effectivement d'indiquer au monde entier les acquis en matière de lutte contre la désertification et la dégradation des sols, en matière d'avancée en termes de développement durable, développement socio-économique dans notre pays. Mais surtout, il y aura des sujets tels que qu'est-ce qu'on doit faire réellement effectivement pour inverser la tendance en termes de dégradation des sols. Parce que vous savez, les sols, c'est la base de la production, c'est la base de tout. Les sols sont l'alpha et l'oméga, si vous voulez, de notre existence sur Terre. Malheureusement, on constate depuis les 60 dernières années qu'effectivement, il y a des problèmes liés à la fertilité, au rendement des sols. Donc ça va être un enjeu particulièrement important. Deuxième enjeu, ce sera la mobilisation des financements. Vous savez, on sort de la COP 29, la Convention sur le climat, tout aussi importante que celle sur la désertification. Et il y a eu beaucoup de discussions effectivement sur les financements à mettre en place, surtout en faveur des pays pauvres qui ne sont pas particulièrement responsables des effets, des impacts effectivement de cette déclaration. Donc ça va être l'occasion de discuter et renforcer ce qu'on appelle le mécanisme global, qui est le mécanisme de financement des activités de mise en œuvre de la Convention de lutte contre la désertification. Il y a un sujet particulièrement important qui nous tient à cœur. Vous savez que Abidjan Legacy Programme va dans le sens d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes qui vivent en zone rurale, surtout les jeunes et les femmes. Et la COP 16 va aborder le problème de la propriété foncière, de l'accès à la terre des femmes. Il y a certaines cultures ici dans notre pays qui font que la femme n'hérite pas de la terre. Donc nous pensons nous inspirer des résolutions, en tout cas des décisions au niveau mondial, qui vont nous montrer la voie effectivement pour régler ce problème, afin que partout en Côte d'Ivoire, les femmes puissent aussi hériter de la terre. Et puis enfin, nous aurons les activités du Comité sur la science et la technologie qui vont montrer au monde entier, aussi à la Côte d'Ivoire, les progrès scientifiques et technologiques, comment la science permet de mieux lutter contre les effets des changements climatiques. Et puis enfin, comme d'habitude, il y aura donc le caucus des femmes. Un autre élément qui est particulièrement important, c'est le Business Forum, le forum des affaires. Comment gérer, comment utiliser, comment investir dans la terre et puis obtenir un maximum de bénéfices. Vous savez aujourd'hui que sur $1 investi dans la terre, vous retirez à peu près 7 à 10 dollars. Donc ça va être autant de propositions, autant d'exemples pour indiquer aux uns aux autres, surtout aux pays, que l'investissement dans la terre est très rentable.
Il y aura aussi le caucus des jeunes. Le caucus des jeunes. Vous savez, quand la terre est dégradée, quand la production agricole n'est pas ce qu'elle était, et ça a été le cas aussi en Côte d'Ivoire, les plus affectés sont les jeunes et les femmes. Les jeunes, pourquoi? Parce que les jeunes agriculteurs, ils vivent effectivement de leur production. Quand leur production baisse, leurs revenus baissent. Et ça peut être des problèmes de sécurité. Quand leur production baisse et que leurs revenus baissent, ils sont vulnérables, ils sont sensibles au discours des extrémistes violents. C'est pour ça que le gouvernement a mis en place au niveau des frontières un programme de lutte contre la vulnérabilité des jeunes aux frontières avec les pays qui font face à des défis sécuritaires dans la partie septentrionale de notre pays. La Côte d'Ivoire a été confrontée à la fin des années 50 à un phénomène de sahélisation où on a observé dans la partie septentrionale de notre pays une sorte d'avancée de la désertification, de déforestation. C'est tous des manifestations effectivement de la déforestation. Donc on a 12 régions qui existent en ce moment, que vous prenez à partir du Béké, le Hambol, Folon, Kabadougou, Bunkani, Tchologo, Poro, etc. Toutes ces régions-là, effectivement, faisaient face à une avancée de la désertification et une disparition du couvert forestier. Nous avons essayé les plans d'anacardier, de développer la culture de l'anacarde dans ces régions du pays. Et moi, je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui que près de 60 ans après, on se retrouve dans une situation où toutes ces zones qu'on appelait à l'époque zones savanicoles ont été reconquises, ont été recolonisées, ont été colonisées par des plans d'anacardier. Et on peut affirmer aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a gagné son pari dans la lutte contre la désertification. Et ça, c'est un acquis sur lequel il faut communiquer. Et en plus d'avoir gagné ce combat environnemental contre un phénomène effectivement qui menaçait l'intégrité même de notre pays et le développement socio-économique, on a créé aussi une nouvelle bourgeoisie, on va dire ça comme ça, locale dans ces 12 régions sur les 31 de la Côte d'Ivoire, mais pas que, parce que l'anacarde se cultive aujourd'hui dans le sud, même jusqu'en bas de Yamoussoukro et dans la partie du sud Komoué. On a réglé aussi le problème des disparités entre les régions, où avant tout était produit au sud et au nord, il n'y avait pratiquement rien. Nous sommes arrivés à une situation où quand vous prenez le binôme coton-anacarde, c'est à peu près la même chose que café-cacao en termes de ressources financières pour notre pays. Donc, en réglant le problème de la désertification, nous avons réglé aussi un problème de développement, nous avons réglé aussi un problème socio-économique, nous avons réglé un problème de réduction de la pauvreté, parce que c'était des zones particulièrement pauvres. Donc, à ce niveau-là, on peut se réjouir d'avoir planté, tenez-vous bien, 1,5 million hectares d'anacardiers dans notre pays. Et ça, c'est quelque chose sur quoi on doit pouvoir communiquer, parce que ça nous a permis effectivement de stopper la désertification dans notre pays. Et en plus d'avoir planté des arbres qui séquestrent effectivement du carbone, nous avons effectivement lutté contre la dégradation des sols, d'autant plus que vous savez, à chaque fois qu'il y a des arbres, ça fixe les sols. Donc quand il pleut, le lessivage ne se fait pas parce que les feuilles tombent et ça protège les sols. Et quand ça se dessèche, effectivement, ça envoie des matières organiques dans les sols et ça les rend plus fertiles. La gouvernance environnementale du président Ouattara, ceci de particulier, c'est que depuis son avènement au pouvoir en 2010, il y a une série de réformes qui ont fait que la Côte d'Ivoire, en tout cas dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, c'est la première fois, par exemple, qu'on a eu un programme de réduction sur les émissions où on donne de l'argent, où on paye les paysans ivoiriens dans la région du sud-ouest pour avoir planté des arbres. Il y a 35 millions de dollars qui vont être distribués à des paysans ivoiriens. Ça, c'est historique. On n'a jamais vu ça. C'est la première fois. Et ça, il faut le souligner. La deuxième victoire, si vous voulez, sur les questions de changement climatique, de lutte contre les changements climatiques et de gouvernance environnementale, c'est ce qu'on appelle la facilité sur la résilience et la durabilité. Il s'agit d'un outil financier, on va dire, du FMI, accordé à très peu de pays. Je pense que la Côte d'Ivoire est le 3e pays africain à avoir bénéficié de cette facilité. Ça a été un long cycle de négociations initié par le chef de l'État lui-même
qui à la fin a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir à peu près l'équivalent de 800 millions de dollars américains pour justement lutter contre les changements climatiques à travers une série de réformes. Ça, c'est la deuxième victoire. Troisième victoire, vous savez, la lutte contre les changements climatiques, la désertification demande qu'on prenne des mesures au niveau des énergies renouvelables. Et c'est sous la gouvernance du président Alassane Ouattara que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, on a construit une centrale solaire. Ça, c'est la première centrale. Il y en a 9 autres qui sont en construction. Donc, ça veut dire à la fin, on aura 10 centrales solaires dans notre pays. Un autre élément aussi qui nous paraît tout aussi intéressant ou important, et c'est la première fois encore dans l'histoire de notre pays, que nous avons défiscalisé, mais vraiment totalement, au niveau des droits de douane, au niveau des taxes et même au niveau des coûts reliés aux transactions bancaires pour importer en Côte d'Ivoire le matériel pour produire des énergies renouvelables. Pour la première fois aussi dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a fait ce qu'on appelle un rapport sur les changements climatiques et le développement de notre pays. Un rapport de référence qui met en avant les fortes corrélations qui existent entre les effets des changements climatiques et leurs impacts sur le développement socio-économique de notre pays. C'est ainsi qu'on sait par exemple que si les tendances en matière de changement climatique là, se poursuivent et si rien n'est fait, d'ici 2050, on va avoir 1,3 million d'Ivoiriens qui vont basculer dans la pauvreté. Ce rapport-là nous enseigne ça et ce rapport-là a été fait sous la gouvernance du président actuel, son Excellence M. Alassane Ouattara. Deuxième élément qui nous paraît aussi particulièrement important, c'est que si on continue les choses telles qu'elles se présentent en ce moment, si les tendances à se poursuivre aussi jusqu'en 2050, et que les changements climatiques, la désertification a un impact sur notre production agricole, sur notre production d'énergie, sur certaines catastrophes naturelles, donc les inondations, les sécheresses, etc., on va perdre 13% de notre produit intérieur brut. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi riche dans son histoire. C'est 87 milliards de dollars, notre produit intérieur brut, c'est 50 000 milliards. Mais selon les prévisions du FMI, nous allons très bientôt atteindre, on va dire, 100 milliards de dollars, 60 000 milliards de francs CFA. Et 13% de ça, on arrive à peu près 8 000 et quelques milliards. Pour nous, c'est beaucoup. Donc, on ne peut pas se permettre de perdre 81 000 milliards de francs CFA dans notre richesse, dans notre produit intérieur brut. Donc, c'est ce rapport de référence là, qui a toute son importance et qui doit nous servir aussi et qui nous sert à réactualiser tous les outils d'aide à la planification du développement de notre pays, le PND, le PSGouv, le PJGouv, tous ces éléments-là les rendent en tout cas bas carbone et sensibles effectivement aux effets des changements climatiques. La liste est longue. On peut parler aussi de la création de la première aire marine protégée en Côte d'Ivoire. La désertification et la dégradation des sols, ce n'est pas seulement au nord de la Côte d'Ivoire. Donc sur la côte, où vous vous doutez bien qu'il existe ce phénomène-là qu'on appelle l'érosion côtière, où chaque année, on perd effectivement au niveau des traits de côte. Et le président de la République, en décembre 2020, a créé, encore pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, la première aire marine protégée. Et tout le monde sait le rôle que jouent les aires marines protégées dans la lutte contre les changements climatiques. Et je vais terminer par quelque chose d'exceptionnel aussi. C'est la création de 3 agroforêts dans la région de l'Eau-du-Bois, Nawa et puis Boclé. Donc, franchement, c'est autant d'éléments qui montrent que, autant on avait une croissance accélérée et on pouvait avoir l'impression qu'effectivement, ça ne tenait pas compte des critères de durabilité, mais dans la réalité, dans les faits, il y a eu plusieurs éléments. Vous avez cité 10 victoires, il y en a beaucoup plus en termes de gouvernance environnementale, en termes de gouvernance climatique, en termes de gouvernance vis-à-vis de la lutte contre la désertification, qui font que notre pays apparaît aujourd'hui dans le débat justement sur ces questions-là comme un pays pionnier. On a la chance effectivement de bénéficier d'une certaine stabilité. Ça fait qu'on peut s'occuper de ces questions-là. J'ai oublié de mentionner aussi les autres forêts classées, les parcs et réserves, l'Office ivoirien des parcs et réserves. Tout ça contribue effectivement à faire de la Côte d'Ivoire en tout cas un pays de référence en matière de lutte contre les changements climatiques, lutte contre la désertification de façon générale en matière de développement durable. Et ce qu'on peut dire aussi pour terminer, c'est que tous les actes que nous posons, nous, en tant qu'agents du gouvernement, le secteur privé, c'est pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, effectivement, je vous disais tantôt, le pays n'a jamais été aussi riche. Mais notre défi, c'est de faire de telle sorte que cette croissance profite à tout le monde.
qu'on continue de se développer avec toutes les infrastructures que vous voyez. Mais l'autre défi auquel nous sommes confrontés, c'est de nourrir les Ivoiriens moins cher. Et toutes les réformes là, qui sont prises au niveau du climat, au niveau de la lutte contre la désertification, au niveau de la protection de la biodiversité, au niveau de la protection de l'environnement en général, normalement doivent contribuer à augmenter de façon exponentielle notre production agricole de façon durable en tenant compte effectivement des services écosystémiques que nous rendent les sols, les forêts, les 4-5 grands bassins hydrographiques qu'il y a dans notre pays, pour que demain on ne soit pas non seulement une nation émergente, mais que 85% des aliments que nous consommons ici en Côte d'Ivoire soient produits localement. Et on gère les problèmes d'inflation, on gère les problèmes effectivement de création d'emplois, de réduction de la pauvreté, de disparités régionales. Et puis surtout aussi, on gère le problème de la vie chère en ayant adressé les problèmes environnementaux qui contribuent effectivement à une production agricole durable.